Bonjour, ici Micheline Bourque, sommet du livre Affaires 2016. Alors, j'ai le grand honneur d'être en présence de Jacques Nantel, Sophie Ducharme, dans des locaux extraordinaires du HEC, pour une entrevue qui va porter sur un livre qui s'appelle « On veut votre bien et on l'aura ». C'est un livre qui a été écrit par M. Jacques Nantel. Je prends un moment pour vous dire que finalement, ce n'est pas du livre qu'on veut parler. Moi et Sophie, on voulait juste parler avec M. Nantel. M. Nantel, c'est une personnalité dans le domaine du marketing qui a une réputation absolument enviable. D'ailleurs, on a fait un sondage avant de venir ici et tout le monde qui a étudié avec lui, tout le monde qui a écouté ses entrevues le trouve absolument extraordinaire. Vous êtes d'accord, Sophie? Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est qu'un prétexte pour passer 45 minutes avec M. Nantel. M. Nantel. Donc, quand même, pour peut-être les 3 ou 4 personnes qui ne connaîtraient pas M. Nantel, on va lui donner l'occasion de se présenter, puis après ça, on va revenir à Sophie Ducharme. M. Nantel, dites-nous donc, qui êtes-vous et que faites-vous? Essentiellement, j'aime à me définir d'abord et avant tout comme professeur. Okay. Je suis un professeur, je suis un enseignant. J'ai fait ce métier-là pendant 35 ans. Je l'ai fait et je l'ai décliné dans toutes ses formes. Déjà, au début de ma carrière, j'étais convaincu que la salle de classe était le lieu privilégié d'un enseignant, mais que la publication scientifique, par définition, mais également la vulgarisation, la radio, la télévision, les conférences. Bref, qu'il fallait, et j'en ai toujours eu la conviction qu'il fallait sortir le professeur de sa salle de classe. Oui. Ce que je me suis employé à faire. Donc, je suis un homme heureux, d'abord et avant tout. Je suis un homme heureux d'avoir fait ce que je voulais faire. Je continue à le faire d'autres façons aujourd'hui. Mais voilà, je suis d'abord et avant tout un enseignant de marketing. Excellent. Sophie Ducharme, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. On se connaît depuis de nombreuses années. J'étais heureuse que vous acceptiez le défi de venir en contact avec M. Nantel pour parler de son livre. Mais j'aimerais que vous preniez le temps de vous présenter. Dites aux gens qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, moi, j'ai un profil aussi qui est... j'ai 2 côtés de ma personnalité. Alors, un premier côté qui est plus sérieux. Donc, je reviens ici à l'Université de Montréal, pas au HEC, mais j'ai une formation en droit. Je suis notaire de profession. Et je travaille à la Banque nationale. J'ai le plaisir de travailler avec la clientèle fortunée de la gestion privée à la Banque nationale. Mais j'ai aussi mon autre côté givré qui est un peu comme M. Nantel au niveau de la communication. Alors, beaucoup de conférences, d'écriture de textes, d'émissions de télé pour informer les gens sur les finances et le droit. Alors, c'est un grand plaisir. Je ne pouvais pas refuser cette invitation-là d'être avec vous. L'honneur est très, très important pour moi de vous avoir là. Vous êtes aussi une femme très impliquée, Sophie. Vous avez fait beaucoup de bénévolat. Vous continuez d'être là pour les gens. Peut-être qu'on peut faire un petit clin d'œil. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un 3e volet. En fait, je suis présidente du conseil d'administration de la Maison Le Chaînon, qui est une maison pour femmes en difficulté, qui, malheureusement, la cause est en croissance. Je suis aussi sur la fondation de l'Institut d'hôtellerie et du tourisme du Québec et d'autres CA pour les fins de la cause. Pour les fins de la cause et oui, d'autres causes. Sûrement que vous aussi, vous faites beaucoup d'implications. Je sais que vous êtes membre de différents CA, mais est-ce que vous êtes impliqué au niveau social également? Oui, tout à fait. Je l'ai toujours été. Et je suis toujours sur Centraide du Grand Montréal. Centraide, c'est ça. Okay. Ici, la Fondation HEC, Collège Brébeuf. Enfin, bref, tout ce qui est éducation et, je vous dirais, tout ce qui touche le bien-être social. Excellent. Donc, moi, j'ai choisi le livre parce que j'avais quand même le privilège de les choisir. C'est un livre que je n'avais pas lu, moi. On veut votre bien et on l'aura, la dangereuse efficacité du marketing, publié chez les éditions Transcontinentales il y a quand même quelques années. On est à sa 3e impression. Et M. Nantel m'apprenait à l'instant qu'il vient d'être nommé parmi les top 100 pour les livres qui représentent mieux le monde dans lequel on vit. Donc, bravo, M. Nantel. Et si je peux me permettre, avec Ariane Kroll de la presse. Oui, merci de le mentionner. Puis d'ailleurs, on va faire un peu... Elle ne le sait pas, là, mais Mme Kroll, vous êtes sur ma liste, je vous appelle et on va faire une petite entrevue avec vous. Alors, Sophie, je vous ai demandé de lire ça, vous avez accepté. Oui. Là, vous avez préparé une série de questions. Oui. Et on va vouloir faire découvrir cet ouvrage-là avec un... Donc, on va commencer parce que c'est tout un titre de livre, s'il en est un. Puis je dirais qu'on n'est plus tout à fait la même personne après l'avoir lu. C'est très bouleversant de vérité, je dirais. Mais vous qui avez enseigné toutes ces années, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre-là, qui, dans le fond, nous montre un peu l'arrière-scène du marketing, voire même un peu le dérapage, là, à la limite? En fait, l'idée, elle m'est venue très tôt dans ma carrière, au tout début de mes enseignements.
J'ai toujours, tous les cours que j'ai enseignés en marketing, bien entendu, et plus particulièrement en comportement des consommateurs, se terminaient toujours. Le dernier cours, le 13e cours, était toujours une réflexion éthique. Et ce que je voulais m'employer à faire, et ce que je faisais, c'est de dire à mes étudiants et mes étudiantes, écoutez, ce que je vous ai appris aujourd'hui, en fait ce semestre, ça marche. Oui, ça marche. Fonctionne. Vous pensez que vous avez pris des notes, là, puis qu'en théorie, on peut changer le comportement des gens, puis les amener à consommer davantage ou à consommer autre chose. Vous pensez que c'est théorique? C'est pas théorique. Ça marche. Et à la rigueur, ça peut même être dangereux. Donc, vous avez une responsabilité éthique, vous avez une responsabilité morale. Je vous ai appris, dans le fond, des tours de magie, je vous ai appris une forme d'alchimie. C'est à vous, à vous en servir correctement. J'ai toujours été convaincu de ça parce que je suis toute ma carrière intervenue en entreprise. Et je peux vous dire, et je ne suis pas le seul, que lorsque l'on applique ces recettes correctement, avec un bon suivi, elles fonctionnent. Et là, arrive un temps où tu te dis, wow, c'est dangereux ce truc-là. Oui, parce que ça fonctionne fort. Ça fonctionne fort. Parce que comme consommateur, on se reconnaît aussi. Oui. Oui. Alors donc, dans le fond, ce que je voulais, comme vous avez mentionné, Sophie, ce que je voulais, c'était de partager ça avec le plus grand public en disant, écoutez, là, c'est pas un livre théorique, c'est pas un livre académique. On va vous montrer, vous l'avez bien mentionné, on va vous montrer l'arrière de la scène. On va vous montrer comment c'est construit cette machine-là dans un langage qui est accessible pour que vous soyez plus éclairés. C'est pas un brûlot. C'est pas là pour dénoncer le marketing. C'est pas là pour dire... C'est pas un livre, et j'ai le plus grand respect pour ce que fait l'Office de la protection du consommateur. C'est pas du tout dans cette veine-là. C'est autre chose. C'est de dire, regardez, on est à quelque part un peu tous des petites marionnettes, puis je vais vous montrer qui tire les ficelles, puis qu'est-ce qui bouge lorsqu'on tire telle ou telle autre ficelle. Et parfois, on va le voir en parlant de votre livre, on aide même nous-mêmes à tirer nos propres ficelles. On vous aide à tirer nos propres ficelles. Ah, que oui! et c'est ça qui est un peu bouleversant quand on lit votre livre. Oui, ouais, tout à fait. Vous savez, je le dis d'entrée de jeu dans le livre, je pense que c'est au tout début, c'est dans la préface. Moi, j'ai eu une formation chez les Jésuites, à l'époque où ça existait encore. Là. Et j'avais un professeur, un jésuite, qui me disait, vous savez, la plus grande supercherie du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ouais. Alors, la plus grande supercherie du marketing, c'est de faire croire que ça ne fonctionne pas. Puis là, je vous laisse aller. Puis je vous regarde. Puis vous allez me donner toutes les poignées dont j'ai besoin pour vous faire faire ce que je souhaite que vous fassiez. Et quelle crédibilité ça a quand l'information vient du consommateur lui-même? Ah, c'est du bonbon, hein? C'est du bonbon, parce que vous nous expliquez aussi dans le livre qu'on part de l'ancêtre de toutes ces données-là que vous avez maintenant. Vous étant le marketing, vous permettez que Monsieur Marketing... on part de, il y a peut-être 80 ans, où on parle de Statistique Canada, du simple recensement. Ouais. Jusqu'au web d'aujourd'hui, au Facebook de ce monde, au Google, c'est une étape incroyable. Oui, absolument. Écoutez, lorsque j'ai commencé ma carrière, moi, je passais un temps fou. Je vais vous avouer une chose que je n'ai peut-être jamais dite. Je passais un temps fou, moi, à la bibliothèque. J'adorais les bibliothèques. En fait, j'ai déjà dit à un moment donné à une blonde de l'époque que moi, si on me payait un voyage, toutes dépenses payées, ce serait de m'enfermer dans une bibliothèque pendant tout un week-end, mais tout seul, que je pourrais faire tout ce que je voudrais. Votre blonde vous a laissé, j'imagine? Bien oui, évidemment. Elle m'a laissé, elle a compris que ça ne serait pas nécessairement bien le fun de passer sa vie avec moi. Ça dépend dans quelle section, remarque. Bien, c'est la bibliothèque des HEC, c'est remarqué bien, il n'y a rien de particulièrement. Quand on chum, t'as réponse. Oui, c'est ça. Mais le fond de l'histoire, c'est que c'est vrai. J'ai toujours un plaisir fou parce que on découvre des trucs incroyables si on s'y donne la peine. Si on s'en donne la peine. Et à l'époque, évidemment, on avait le Business Index Periodical, on avait Statistique Canada, on avait BBM, des trucs comme ça. Et moi, j'épluchais ces données-là. Et je suis arrivé à un moment donné à avoir une assez bonne maîtrise de qui fait quoi et pourquoi comme consommateur. Et je me suis rendu compte que déjà à l'époque, là, on parle d'une trentaine d'années, des magasins comme Eaton déjà à l'époque, ou l'abbé du Thon, modulaient ces circulaires. Vous savez, les circulaires qu'on recevait, oui. On reçoit encore des fois dans les Publisacs. Je me suis rendu compte que ce qui était distribué dans l'Ouest Island n'était pas du tout la même chose que ce qui était distribué dans l'Est ou sur le plateau ou ailleurs, qu'on modulait en fonction des profils des différents consommateurs. Là, je me disais, c'est quand même assez fascinant parce qu'on est capable d'optimiser chaque dollar qu'on investit. Ça, c'est il y a 35 ans, il y a pratiquement 40 ans. Alors, comme vous le disiez, avec l'information maintenant que j'ai à partir de Facebook... Ça vous a juste facilité la tâche. Là, ça, c'est clair, absolument. Puis, en fait, on laisse des traces. J'aimerais ça que vous nous parliez des fameux cookies.
Oh, mon Dieu. Ce sont vraiment les traces qu'on laisse à chaque fois où on clique sur le web. Absolument. Bien, écoutez, le cookie, on va en parler, mais le cookie, c'est déjà... C'est vieux, c'est bien, c'est encore très utilisé. Mais oui, il y a des armes encore plus redoutables. Moi, je dis toujours, le cookie serait dans la faune et la flore, serait l'équivalent d'un petit maringouin. Alors qu'aujourd'hui, on a des tarentules là, qui sont quand même pas mal plus efficaces. Mais un cookie, essentiellement, c'est une petite trace qu'un site va laisser sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou sur votre tablette. Et lorsque vous retournez sur ce site-là, bien, je sais que c'est vous qui revenez. OK, c'est juste ça, le cookie? C'est juste ça, le cookie. Et puis, en fait, quand je dis c'est vous, je ne sais même pas vraiment que c'est vous, Sophie. Là. Non. C'est votre téléphone, c'est votre ordinateur. C'est votre adresse IP. Mais ça nous en dit long parce que, dans le fond, ça nous dit, voici une personne qui a fait ci, qui a fait ça. Les cookies sont de plus en plus partagés maintenant, depuis DoubleClick qui a été racheté par Google. Enfin, on ne rentrera pas dans le détail, mais il y a des entreprises qui vous suivent partout. Partagent l'information, on se partage l'information. Ouais. Et là, dans le fond, ce que j'ai, et ça, c'est précieux, j'ai ce que vous regardez, ce que vous achetez, ce que vous achetez pas, le temps que vous passez, les liens que vous faites. Dans le fond, j'ai ce qu'on appelle votre profilage comportemental. Je ne sais toujours pas qui vous êtes. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je ne sais pas si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes grande, si vous êtes petite, si vous avez 70 ans ou 25 ans. Et dans le fond, je m'en moque. Absolument. C'est pas utile. C'est pas utile. Moi, donnez-moi, j'ai toujours dit, si vous m'envoyez sur une île déserte, là, puis j'ai le choix entre votre âge, votre religion, votre sexe, votre éducation, même votre adresse ou ce que vous avez fait antérieurement, moi prendre ce que vous avez fait antérieurement, n'importe quand. Évidemment, si vous voulez me donner tout le reste, puis votre NIP bancaire, moi le prendre, ça c'est sûr. Mais juste le profil de consommation, ça, je suis capable de faire bien du millage avec ça, en autant que j'ai une poignée. La poignée, c'est votre téléphone quand vous revenez à quelque part. Si je suis capable de vous intercepter en disant « Oh, Sophie est rendue là », je ne sais même pas que c'est Sophie. La personne que tel profil est rendu là, je sais exactement quoi vous vendre. Et de la façon dont vous. Oui. Puis les j'aime, je partage avec Facebook et tout, ça c'est du gâteau aussi. Bien, c'est du gâteau aussi, parce que dans le fond, on rentre dans la deuxième phase, si on veut. Non seulement je sais quel est votre profil, vos intérêts, mais je sais que vous allez m'ouvrir le profil de vos amis. Et vous allez, non seulement ça, mais vous allez m'amener à vos amis. Alors, vous êtes dans le fond une abeille que je suis capable de suivre jusqu'à la ruche. Ah, ça, c'est extraordinaire. Là, je peux avoir la ruche au complet. C'est ça qui est troublant un peu. Oui, mais ça fait partie de la réalité, je pense. Puis c'est ça, peut-être le cookie, maintenant, on entend moins parler de ça. On parle plus de big data et cette capacité-là qu'on va avoir de traiter de l'information. Mais ça fait partie. Puis le consommateur, puis je pense que c'est un des points que vous soulevez, c'est que le consommateur, en quelque part, il est tout à fait consentant. Hein? Moi, je me rappelle de l'époque où justement, on travaillait ensemble à cette époque-là. On avait peur de demander aux gens de nous donner leur courriel. Aujourd'hui, si ils ne peuvent pas nous donner le courriel, ils sont offusqués. Alors, c'est vraiment un changement. Mais en même temps, est-ce que ça peut être... ça fonctionne sur les deux côtés. Oui. Si le marketing nous a à l'œil, on peut aussi avoir à l'œil le marketing. Et, par exemple, puis vous en parlez dans votre livre, les connecteurs... Le commerçant perd quand même un peu le contrôle de sa stratégie marketing. Parce que si je suis quelqu'un de connu, de bien établi, de crédible, et que je commence sur les réseaux sociaux à dénoncer la qualité du service, ou ça peut être dangereux aussi, j'imagine. Oui, ça, vous avez tout à fait raison. En fait, vous soulevez un très bon point. À venir jusqu'à tout récemment, vous savez, ce livre-là a été écrit en 2010, mais il a commencé à être conçu bien avant. Là. Une des choses, moi, qui me fascinait, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. C'est un concept économique, là, mais qui s'applique tellement bien dans ce cas-ci. L'asymétrie d'information, c'est lorsque moi, comme vendeur, j'ai plus d'informations que vous, comme acheteur. Ouais. OK? C'est sûr que dans un monde où je capte votre information, je crée une asymétrie d'information simplement parce que moi, je suis relativement monolithique. J'ai ma stratégie alors que vous êtes atomisé. À moins que vous mettiez tous ensemble consommateurs pour éventuellement, et ça existe soit dit en passant, pour éventuellement, par exemple, dire, nous, là, on va vous donner, entre guillemets, en fait, on ne vous donnera plus notre information. Nous, consommateurs, on va se liguer, puis on va vous vendre notre information. On veut quelque chose en contrepartie. Ça existe. Bien, ça existe dans certains cas, oui. Par exemple, les encans inversés sont de ce type-là. Mais ça n'a jamais eu l'ampleur, en fait, pour l'instant, ça n'a toujours pas l'ampleur que ça pourrait avoir. Par contre, ce que l'on a vu émerger, c'est justement que les médias sociaux, c'est le pouvoir de riposte. Des consommateurs qui vont dire, écoute, t'en sais beaucoup sur moi, là, j'en sais un petit peu sur toi aussi, par exemple. Et moi, j'ai un réseau
puis tu as un réseau, mais on va commencer à jouer un petit peu dans les deux sens. Et là, on se rend compte, vous avez tout à fait raison, qu'une des grandes hantises des entreprises, c'est de se sentir démunies par rapport aux médias sociaux. Beaucoup d'entreprises l'ont payé très cher, hein? Ou ne pas être capable de gérer une crise sur les médias sociaux. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui vivent dans, on va appeler notre firme de relations publiques, on va envoyer un communiqué, dans 3 jours, on regardera où on... Regarde, on n'est plus là. Regarde, si dans la demi-heure, tu n'as pas réagi, t'es faite. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui regardent ça de manière très perplexe, en réalisant peut-être un peu sur le tard qu'ils ont été un petit peu l'artisan de leur propre malheur aussi. Vous parlez aussi, ce qui est intéressant, d'éthique. Ouais. Est-ce que, parce que la mission, puis vous le savez mieux que moi, parce que je l'ai appris dans votre livre, la mission du marketing, c'est de répondre à des besoins de manière économiquement rentable pour l'entreprise. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Par ailleurs, ça n'a pas pour mission de créer des besoins. Ça m'a interpellée. Parce que on s'en crée des besoins, mais parce qu'on vit dans cet univers de séduction, dans le fond. Les commerçants sont toujours là pour nous séduire. Est-ce qu'il y a une ligne qu'on est capable de tracer entre la responsabilité qu'on a comme consommateur dans ce monde de séduction-là? Tu sais, un peu comme les obèses avec la restauration rapide, là. À un moment donné, on dit, arrête d'en manger des Big Mac, là. Bien, c'est une bonne question. En fait, c'est une excellente question. C'est probablement la question la plus importante en marketing. Et la ligne, elle existe, elle se définit, quant à moi, sur la perspective temporelle. Est-ce qu'on joue à court terme ou on joue à moyen ou à long terme? Si on joue à court terme, comme entreprise, j'entends, là, à ce moment-là, oubliez l'éthique. Je veux dire, allez chercher le maximum que vous pouvez, puis après ça, fermez la shop. De profit, de commission, Prenez votre retraite, puis ayez bien du plaisir, et c'est faisable. Dans un cas comme celui-là, est-ce qu'on peut créer des besoins? La réponse est oui, bien sûr qu'on peut créer des besoins. En marketing, vous savez, n'importe quel prof de marketing qui arrive dans le premier cours d'introduction au marketing, la première chose qu'il va dire, c'est le marketing ne crée pas de besoins, on répond aux besoins des consommateurs. Bon, il faut nuancer. Vous savez, pendant qu'on est ici à faire notre entrevue, là, moi, si j'ai un collègue qui est en train de crever vos pneus, je viens de créer un besoin. Ça, c'est sûr. Vous allez... Puis, tu sais, si j'ai un autre collègue qui a sorti du stationnement avant des pneus, ça tombe-tu bien? Hein? Il était là au bon moment. Regarde, des besoins, ça se crée. Bon. Ça pose la question d'éthique, là, dans mon exemple, en général également. Si je joue sur du moyen ou du long terme, bien là, c'est autre chose. Parce que là, je rentre dans un contexte où j'ai intérêt à mieux comprendre les consommateurs, les suivre, puis répondre à leurs besoins. Et si je suis à moyen ou à long terme, c'est sûr que c'est plus facile et même plus rentable de suivre l'évolution des besoins des consommateurs que d'essayer de toujours en créer. Oui. OK? Bon. Le problème, par contre, c'est que ce que je viens de vous dire, c'est hautement théorique. Si je suis à très court terme confronté à des exigences d'actionnaires qui veulent une rentabilité au prochain trimestre, je vais être tenté de jouer sur le court terme. Et c'est là où la fameuse ligne auquel vous faisiez référence va commencer à glisser. C'est un peu comme un curseur. Des fois, je suis à court terme, des fois, je suis à moyen terme. La majorité des gens en marketing aiment à se considérer comme étant sur le long terme, se voient, avec raison, comme étant éthique et morale, mais on n'a pas toujours, malheureusement, ce luxe-là. Puis au niveau des détaillants, justement, pour créer ces besoins-là, on parle de... Ça aussi, ça m'a interpellée. On le sait, mais de le voir écrit, là, l'obsolescence planifiée. C'est-à-dire qu'on prévoit que le bien qu'on va vendre va durer moins longtemps qu'il pourrait. Puis on le sait, tu sais, on pense aux électroménagers. Avant, on avait ça pour une vie. Aujourd'hui, des changements de design fréquents, de plateformes fréquentes. Vous savez, l'obsolescence planifiée a toujours existé. Hein? L'idée même de l'obsolescence planifiée, c'est relativement simple, c'est de revendre au même consommateur ou à la même consommatrice le même produit. Ce qu'il a déjà. Ben oui, c'est bon. Alors, vous allez dire, est-ce que c'est pas un concept contemporain des mauvais gens de marketing? Non, en fait, la mode
est probablement le meilleur exemple. Ben oui. D'un point de vue technique, écoutez, lorsqu'on jette des vêtements ou lorsqu'on donne des vêtements parce qu'ils sont démodés, c'est pas parce qu'ils sont plus bons, là. Bon, là, vous allez dire, oui, mais le vêtement sert d'autres fonctions uniquement que de nous réchauffer et nous habiller. Tu sais, il y a un élément de séduction dans la mode également, ça, je peux comprendre ça. Mais à quelque part, les cycles de mode font en sorte qu'on va accélérer le réachat. Chose intéressante, et j'avais étudié ça il y a déjà plusieurs années, en période de récession, c'est très intéressant, en période de récession, les couleurs deviennent plus neutres. Okay. Essentiellement parce qu'on donne le message que ce vêtement-là, tu vas pouvoir le garder plus longtemps. Ouais. Intéressant. C'est systématique. C'est intéressant, oui. C'est des couleurs classiques qu'on connaît, le oui, noir, exact. le rouge, le bleu, on sait que ça dure, puis on l'achète en fonction de ça. Voyez, bon, prenez les couleurs, mettez-les sur un graphique avec les périodes de récession ou d'expansion économique, vous allez le voir tout de suite, c'est visible, c'est tangible. Puis la mode, ce n'est pas qu'un art, c'est aussi une business. Ah ben oui. Et la business, ça veut faire de l'argent. Et à ce moment-là, ben si je change les couleurs tous les saisons ou tous les ans, ben à ce moment-là, effectivement... Ou les longueurs. Puis l'effet qu'on doit porter plusieurs vêtements pour avoir un style, donc il faut avoir un petit châle par-dessus la blouse. Il faut avoir plusieurs, je cherche le mot, là, plusieurs couches. Oui, hein? oui. Mais c'est intéressant. Mais on voit aussi l'inverse maintenant, où il y a des mouvements ou un petit mouvement qui commence, qui fait en sorte que on veut beaucoup plus aller vers la qualité. Et ce serait intéressant de voir si ça va se concrétiser tout ça. Bien, ça, c'est intéressant parce que, voyez-vous, lorsque vous étudiez, ce que j'ai fait il y a quelques années, lorsque vous étudiez l'impact des récessions, justement, sur les comportements des consommateurs, l'exemple de la mode, je l'ai donné. Le contre-exemple, vous avez raison, c'est lorsque les récessions durent, et des récessions, là, moi, à l'âge que je suis, j'ai bien connu celle de 82, 87, 97 qui a été difficile, évidemment, en 2008, on l'a bien connu. Il y en a qui sont plus profondes que d'autres. On a toujours la présomption, lorsqu'on est en situation de contraction économique ou de récession, que ça va durer un an, puis ensuite, on va s'en sortir. C'est vrai pour la plupart des récessions, ce n'est pas vrai pour toutes les récessions. Celle de 2008, on en sent, on est rendu en 2016, on en sent encore un petit peu les contre-coups. Le moteur a de la difficulté à reprendre. Et lorsque les récessions ou les crises économiques perdurent plus longtemps que 2-3 ans, là, le signal qu'ont les consommateurs, les ménages, c'est de dire « wow, ça ne sera pas tout à fait pareil ». Une récession à court terme, ce que les consommateurs font, c'est qu'ils diminuent la qualité du produit pour garder la quantité de produit. Autrement dit, je vais acheter des produits de moins bonne qualité, mais je vais en acheter autant. Puis lorsqu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas, là, l'horizon temporel du budget commence à changer. Là, ils disent, regarde, je ne peux pas faire ça tout le temps parce que à chaque fois, je me réendette. L'économie ne repart pas. Donc, il faut que j'achète un produit qui va durer plus longtemps. Là, ça soulève tout un autre problème qui est celui même de la conception du budget. Vous savez, on est malheureusement en 2016 dans une époque où la notion de budget familial a pratiquement été occultée. Puis là, je vais passer un petit éditorial personnel. Ça ne risque pas de s'améliorer parce que là, on commence à voir une génération qui est élevée par une autre génération qui, elle, n'a pas connu ce qui est un budget. Donc, ça va être difficile de l'apprendre à la prochaine. Là, lorsque vous avez deux générations en ligne qui fonctionnent sur de la gestion de cash flow ou de trésorerie plutôt que de budget, ça a un impact sur... Puis il n'y a pas de formation à l'école non plus. Quand on parle au primaire, au secondaire, ça serait souhaitable. C'est un des grands messages de votre livre, d'ailleurs. Oui. Puis c'est une des choses sur lesquelles on a travaillé beaucoup. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, à savoir comment fonctionnent, entre autres, les consommateurs nord-américains. On fonctionne de moins en moins sur une base de budget. On fonctionne sur une base, comme je le disais tout à l'heure, de gestion du flux de trésorerie. Comme j'aime à dire, dans le fond... Tant que tu as une source de revenus, comme j'aime à dire, tant que la GRC ne débarque pas, là, tu dis... Il y a une pensée magique, un peu. Au fond qu'on est. Et là, tu poses la question à des gens quand même bien instruits, là, en disant, c'est quoi qu'est-ce que tu vas dépenser, sur quoi tu vas dépenser au cours des prochaines années ou de la prochaine année? Puis on va faire la liste des choses. On va dire, bon, là, tu es force dans un exercice budgétaire. Tu dis, oui, mais tu n'as pas les revenus. Ouais, mais là, regarde-moi avoir un bonus. De toute façon, j'ai ma carte de crédit. Puis là, quand tu parles à des jeunes, puis c'est pas juste des jeunes, ça en passant, mais quand tu parles à des jeunes, disons, bien instruits, qui ont un bac, par exemple, qui ne font pas la différence entre leur revenu et leur marge de crédit sur une carte, là, tu as un problème. Parce que pour eux autres, c'est tout de l'argent qui est accessible. Peu importe la provenance. Tu as un sacré problème. Et ça nous amène à considérer des choses. J'en fais pas une position morale, là. Mais lorsqu'on dit « acheter maintenant, payer sur 5 ans », c'est sûr que le message qu'on dit, c'est « regarde, c'est juste 22$ par semaine, donc tu as les moyens ». Mais là, tu présumes
qu'au cours des 5 prochaines années, il n'y aura pas d'autres dépenses de ce type-là, ou que ton revenu ne baissera pas, et tu présumes probablement qu'il va augmenter, ce qui est pas vrai. On n'est pas dans... Ça fait longtemps que les revenus n'ont pas vraiment augmenté au Québec et au Canada. Donc, évidemment, tout ça est un peu à l'arrière-plan du livre. Ça fonctionne, ça aussi. Ah ben oui, ça fonctionne. C'est terriblement efficace. On nous disait, tu sais, les voitures, ça va coûter tant par mois. Là, après ça, ça a été d'autres choses, ça va vous coûter tant par semaine. Puis là, ils réduisent ça même à un café. Ça vous coûte un café chez Starbucks par jour, puis vous allez avoir ce magnifique produit. Ah, absolument. Écoutez, regardez, l'exercice est facile à faire. Hein. Tu sais, premièrement, une voiture, c'est très difficile d'avoir le prix d'une voiture. Oui. Et depuis longtemps. Une mensualité, on va vous le dire. Le prix d'une voiture, c'est comme, pourquoi vous voulez savoir le prix de l'auto? Je l'achète, là. Voilà. C'est comme quelle question. On va vous dire, c'est 3... je vais prendre un chiffron. On va vous dire, c'est 300 $ par mois. 300 $ par mois, c'est facile. Il y a 30 jours en moyenne dans un mois, donc c'est 10 $ par jour. Hey, là, tu dis 10 $ par jour, c'est pas cher. Là, on va vous pousser ça. On va faire mon gars de marketing. OK, go. Regarde, si je vous dis, regarde, vous et votre épouse, ou vous et votre conjoint, vous prenez l'autobus matin et soir, ça fait 4 tickets d'autobus. Un ticket d'autobus, c'est 3,25. En fait, nous avons 3 $ si vous achetez 4 fois 3, 12. Déjà en partant, l'auto est moins cher que l'autobus. Ouais. Hey, signe ici. Là, évidemment, il n'y a personne qui te fait réaliser que c'est parce qu'il y en a qui... Tu sais, moi, je pars vers l'est, mais ma conjointe, elle part vers l'ouest. C'est bon. Il y a le parking, il y a l'assurance, il y a l'essence. Ça, des détails. Ça, c'est des détails. Oui, on n'a pas besoin d'aller là. Là, tu te dis, mais comment ça fait que je n'y ai pas pensé moi-même? Heureusement que quelqu'un m'y a fait penser. Tous les concessionnaires vont vous appeler pour vous engager. Mais quelle sorte de consommateur êtes-vous, vous, Jacques Nantel? Le pire client qu'on ne peut pas avoir? Moi, je suis quelqu'un de très... Moi, je consomme peu. Honnêtement, je consomme peu. Je garde mes vêtements très longtemps, ça doit paraître d'ailleurs. Je garde mes vêtements longtemps, je consomme peu, j'aime pas consommer. Depuis toujours ou parce que vous êtes... Non, depuis toujours. Depuis toujours. J'aime aller... Et lorsque je vais dans un magasin, là, c'est comme aller au musée pour moi. Mais j'ai pas de plaisir à aller dans un magasin. Okay. J'ai un plaisir anthropologique. J'ai un plaisir anthropologique à la chose. Mais mes seules dépenses folles, mes folles dépenses, là, c'est l'opéra. Oui, c'est vrai, vous êtes un grand amateur. Ouais. Moi, si vous me parachutez à quelque part dans le monde, là, puis qu'il reste un billet d'opéra, puis il est à 350 $, moi, l'acheter. Moi, il y a les soirs-là. Mais évidemment, je ne fais pas ça tous les soirs. Ça, c'est ma grande passion. Pour le reste, là, non. J'ai jamais eu de pulsion de consommation. Bon, c'est pas vrai, j'en ai sûrement déjà eu. Mais j'ai pas de grosse pulsion de consommation, non. Et la chose sur laquelle je suis vraiment allergique, c'est la consommation somptuaire ou la consommation ostentatoire, c'est-à-dire consommer pour donner un signal aux autres. Oui. Ça, j'haïs ça. Oui. En fait, m'a acheté la plus petite auto possible, justement pour passer sous le radar. Moi, tu sais, une BMW, là. D'ailleurs, ça, en passant, là, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais... Allez-y, on est entre nous. On est entre nous. Je n'aimerais pas la marque d'auto, mais prenez une marque d'auto bien connue, là, généralement allemande. Là, vous avez le choix entre au moins 3-4 compagnies. La majorité de ces autos-là sont financés au maximum. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle des status symbols. C'est de l'affirmation du soi. C'est un message. Oui. Puis j'en fais pas un jugement. Il y a des gens pour qui c'est important. Mais puisque vous me posez la question, moi, c'est pas vraiment important. Mais dans le livre, Sophie, je pense que vous l'aviez aussi repéré, là, c'est que, selon ce que vous dites aussi, c'est que les consommateurs, pour s'expliquer pourquoi on ne s'approprie pas la gestion financière, notre budget et tout ça, vous avez mentionné que c'était par manque de temps. Oui. Ça, je trouve que c'est important parce que ça m'a surpris. Comme si, tu sais, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc, je suis intéressée d'avoir un petit peu plus d'informations. Vous avez couvert ça un petit peu, mais je trouvais ça particulièrement intéressant. Hein? Bien, vous savez, en fait, c'est les deux. Hein, soit par manque de compétences, manque d'intérêt ou manque de temps. La compétence puis l'intérêt, comme personne de marketing, moi, je ne peux pas vraiment agir là-dessus. Mais je peux agir sur la perception du temps. Là, je vais vous donner un exemple très, très simple. Si, toute la vente sous pression, c'est comme ça. Par exemple, je cogne à votre porte, on a tous vécu ça au moins une fois, en disant, écoutez, votre toiture, j'ai regardé votre toiture, ta veille de couler. Là, oui, j'ai ça il n'y a pas longtemps, c'est drôle. Deux gars, puis, c'est ça, Puis là, ça tombe-tu bien parce qu'on est dans votre quartier. Oui. Si vous signez maintenant, là, vous l'avez à moitié prix. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Dans le fond, c'est la vente sous pression, on s'entend là-dessus. Mais la notion de vente sous pression, c'est qu'on change votre schème temporel. Pour vous, là, votre toit, là,
C'est oui, tu sais, vous n'êtes pas inconsciente. À un moment donné, il va falloir le travailler, bon, sur 1 an, 2 ans. Pas sur le week-end qui arrive, là. Mais moi, dans le fond, ce que j'ai changé, c'est votre perception du schème temporel. Et plus je crée d'urgence à la consommation, plus je joue sur le temps, plus je vais vous faire consommer. Alors, tout ce qui est en vente cette semaine, juste dans votre quartier, ce genre... L'occasion, on n'a pas raté. Un détaillant 50 c'est en fait semaine seulement. Oui, voilà. Puis mais un détaillant, et ça, je dois dire qu'ils le font très bien, un détaillant qui joue très subtilement là-dessus, c'est Costco. Costco, si vous êtes déjà allé chez Costco, évidemment, si vous allez chez Costco pour acheter du café, il y en a tout le temps. Mais si vous allez chez Costco pour acheter, par exemple, un ensemble de patios, là, on est au mois de mai, là, dépêchez-vous, parce que mi-mai, il n'y en aura plus. Puis c'est voulu comme ça. Puis le signal est comme ça. Ça fait que quand vous le voyez, vous dites, là, il est là. Peut-être que dans 2 semaines, il ne sera pas là. Et on roule les inventaires de manière à donner le signal que... Il y a une urgence. Bien, ça ne sera peut-être plus là. Intéressant. On poursuit, je trouve ça intéressant parce que dans votre livre, c'est ça, on parle beaucoup de... C'est comme un plaidoyer justement pour la prise en charge, pour la responsabilisation des marketeurs. Vous finissez avec quand même cette notion-là qu'on doit réfléchir aux questions d'éthique. Pourtant, on voit l'évolution des approches marketing en termes de recherche, le fait qu'on collecte énormément d'informations qu'à partir de nos plaques de voiture. Et tout ça, peut-être qu'on pourra aller dans les recommandations. Mais parfois, toutes ces données-là peuvent être drôlement utiles. Je retourne encore dans votre livre où, passionné d'opéra, Amazon vous trouve... Ah, bien sûr. Oui, ça, c'est oui. Il n'y a pas juste le côté sombre non, pas du de tout. l'histoire. Non, pas du tout. Écoutez, la première recherche qu'on a faite là-dessus, sur comment les gens réagissent au fait qu'on les espionne, elle date de celle qu'on a faite, nous, ici, au HEC, elle date de 2004, pardon. On l'a refait régulièrement depuis. Et je vais vous donner les résultats de 2004, je vais vous donner les résultats tout de suite de la dernière fois qu'on l'a fait, c'est il y a 1 an et demi. En 2004, vous avez 80 des gens... 2004, le web est quand même prévalent. Là. Oui. Vous avez 80 des gens qui n'ont aucune idée de ce dont on parle. Tu sais, qu'on va chercher les cookies, ils ne savent pas. Bon, OK. Il en reste 20 qui savent très bien qu'on pompe de l'information. Sur le 20 ils se divisent en 2 catégories. Il y en a la moitié, donc 10 de la population, qui vous dit, moi, je trouve ça génial. Parce que je suis tanné de recevoir des publicités pour des trucs qui ne m'intéressent pas. Envoyez-moi de la pub pour de l'opéra. Envoyez-moi de la pub pour un voyage en bicyclette en Irlande. Des choses qui m'intéressent. Des choses, ça m'intéresse. Yeah! Tu sais, enfin... Une offre personnalisée. Voilà. L'autre moitié, l'autre 10 de la population, eux autres trouvent ça odieux. Ils savent comment ça fonctionne. Ils disent, c'est écœurant, vous me ciblez. Et lorsqu'on leur pose la question, mais allez-vous vous débrancher du web? Non, surtout pas. OK. On est 10 ans plus tard. Alors, évidemment, le 80 il a diminué. Là. On a à peu près 40 des gens qui sont vraiment inconscients de ce qui se passe. Il y en a toujours bien 60 maintenant qui comprennent. Oui. Du 60 je vous le donne en 1000, 50-50. Il y en a 30 de la population qui adore ça, 30 qui trouvent ça odieux, mais personne n'est prêt à se décrocher. Non, mais on ne voudrait pas, on ne peut pas. On est drogué du web. On ne peut pas arrêter. Ce qui amène toute une réflexion, puis c'est la réflexion sur les conséquences de la chose. Oui. Cette réflexion-là, elle doit être plus macro. Il faut la regarder dans un contexte économique. Moi, on n'est pas capable de faire des relations de cause à effet, mais toutes ces choses-là sont bien imbriquées. Au fur et à mesure où les technologies évoluent, bien, la consommation augmente, on est capable de l'orienter. Si on fait consommer davantage les consommateurs et que le revenu n'augmente pas, bien, ils s'endettent davantage. Il y a un lien, ça, pour moi, là, c'est le taux d'endettement. Oui, ça, c'est au Canada. Au Canada, il ne s'est pas résorbé, contrairement aux États-Unis, pour plein de raisons. dont, entre autres, les Américains ont été beaucoup plus brutales dans leur façon de régler leurs dettes. Donc, on a des ménages qui sont de plus en plus endettés, qu'on force à consommer davantage. Et non seulement ça, mais qu'on amène à consommer, par l'efficacité du web, à l'extérieur du Québec. Vous savez, 45 de ce qu'on achète est acheté à l'extérieur du Québec, pour plein de raisons qui sont... Bon, donc, on exporte notre consommation. Vous savez, le PIB d'une nation, n'importe quelle nation, là, c'est articulé autour de 3 moteurs. Il y a l'investissement gouvernemental, l'investissement des entreprises, puis l'investissement des consommateurs. Ce que l'on sait faire depuis 40 ans, c'est de travailler sur le 3e. C'est de dire aux consommateurs, consommez. Bon. Mais si vous n'avez pas une fonction de production,
qui est adéquate. À un moment donné, là, ce que vous allez faire, c'est de demander aux consommateurs de s'endetter ou de vider leur bas de laine. Ça, je vous rassure, le bas de laine, là, il est vidé depuis longtemps. Donc, on est rendu dans la phase de consommation, d'endettement. Et ça, effectivement, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que on ne peut pas, comme société, moi j'en suis convaincu, on ne peut pas, comme société, continuer à presser le citron. C'est pas possible. Il faut, à un moment donné, qu'on ait des fonctions de production qui soient particulièrement actives. Au Canada, on le voit, on a été tellement pénalisé par la chute du prix du pétrole qu'on se rend compte qu'on est encore une économie de ressources primaires. Moi, ça m'inquiète, effectivement. Et si vous me demandez, comme personne de marketing, es-tu capable de presser le citron encore plus? La réponse est oui. Tu sais, tu veux que je le prenne, moi, tu le presser. Mais je ne suis pas sûr que c'est la chose la plus intelligente à faire. D'où, justement, le dernier chapitre qui dit, bien, il faudrait peut-être un petit peu circonspect par rapport à ça. Justement, sur des questions d'éthique, j'aimerais ça que, je ne sais pas si vous en souvenez par cœur, mais les différents volets auxquels vous encouragez les gens à réfléchir du côté des marketeurs, parce que, tu sais, là, vous avez été professeur d'université, vous avez enseigné à vos étudiants différents principes, différentes méthodes et tout ça. Aujourd'hui, si vous aviez à recommencer votre carrière, premièrement, choisiriez-vous le marketing et sur quel axe choisiriez-vous pour encadrer vos étudiants, justement, en fonction de l'éthique? C'est des enjeux majeurs parce que si vous le faites, parce qu'on sent chez vous cette volonté d'être un bon citoyen, d'agir pour le bien de la société, mais de nos côtés, l'argent mène et les gens sont très attirés par l'appât du gain et on veut être riche et célèbre et tout ça. Mais si on vous demandait de commencer votre carrière, est-ce que vous choisiriez le marketing? Puis comment voudriez-vous vivre cette expérience-là en termes d'éthique et tout ça? C'est une bonne question. Oui, je referais exactement la même chose. Je irais en marketing, ça, il n'y a aucun doute. Parce que le marketing, moi, ce qui m'a toujours fasciné dans le marketing, c'est que c'est la conjugaison de toutes sortes d'autres domaines. Moi, je suis allé à l'école de la psychologie comportementale. C'était ce qui était dominant à l'époque, quand j'ai étudié en marketing. Donc, des éléments de psychologie, beaucoup d'éléments de statistique, des éléments de sociologie. Après ça, il y a eu toute une autre phase en anthropologie. J'ai certains collègues qui sont de cette école-là. Aujourd'hui, on est rendu littéralement dans la neuropsychologie. Là. On est rendu avec les scanners. Puis bon, ça, c'est moins ma tasse de thé, simplement parce que, bon, je suis rendu à un âge où je laisse ça à des plus jeunes. Mais je le referais, sans aucun doute. Parce que, justement, ça combine toutes sortes de choses. La chose, par contre, que je ferais de manière différente, c'est de donner de la perspective en termes de temps à mes étudiants. De leur faire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire à court terme, quelles sont les conséquences et la profitabilité à court terme, mais quelles sont les conséquences également sur le moyen et le long terme. C'est très difficile à faire comme professeur, c'est très difficile à faire si vous avez une classe de personnes qui ont 20-21 ans. Vous savez, à 21 ans, le long terme, eux autres, ils ont l'éternité devant eux. Ils peuvent faire n'importe quelle niaiserie, puis on l'a fait, puis s'amender parce qu'ils ont 400 ans devant eux. Bon. À un moment donné, tu commences à réaliser que c'est pas tout à fait de même vers 50 ans. L'éternité passe vite. L'éternité passe vite. Moi, je n'ai pas un professeur qui enseigne à des jeunes au baccalauréat de 20 ans, bien, ils n'ont pas ce luxe-là. Mais ils ont malgré tout, moi j'en suis convaincu, cette obligation-là. Je n'ai pas été habile à faire ce genre de choses-là. Toute la logique, bien que je l'ai eu derrière l'esprit, toute la logique de mon enseignement a toujours été à court terme, n'a jamais été à long terme. Et ça, c'est pas vraiment la chose que j'essaierais au moins d'amener, d'avoir une perspective un peu plus à long terme. Puis vous savez, c'est un métier qui est magnifique parce que quand même que vous arrivez à convaincre une personne sur 100, vous l'avez fait. Ouais. Puis ça peut être un changement majeur pour une société. Ça, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir qu'on a lorsqu'on est professeur. Absolument. Donc, vous auriez probablement bien des sujets pour faire une suite. Est-ce qu'on peut espérer une suite? On veut votre bien, on l'aura. Avec ma collègue et complice Ariane, on travaille. On travaille sur la suite. En fait, là-dessus, je suis très mauvais parce que Ariane, elle serait prête à partir tout de suite. Puis moi, je fonctionne par post-it. J'ai des post-it un peu partout, j'ai des idées un peu partout, puis à un moment donné, quand le mur a l'air d'un bottin des pages jaunes, là, bien là, je me dis, il faudrait peut-être s'asseoir pour commencer à le faire. On est presque rendu là, mais pas encore tout à fait. Mais l'idée principale, c'est de pas reprendre le livre, parce qu'on est quand même pratiquement 6 ans plus tard, mais de se poser comme question, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent?
Puis qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, c'est pas uniquement nous ce qu'on fait avec notre argent, ce que les autres font aussi avec notre argent. Donc, de reprendre l'idée, mais du point de vue du consommateur cette fois-là, mais dans une perspective de pouvoir. Faire réaliser à quel point, comme consommateur, on a bien plus de pouvoir, que nos choix sont beaucoup plus conséquents qu'on le penserait. De jouer là-dessus. C'est à voir. Bien, vous voyez, on est encore dans le post-it, mais on y travaille. Oui, mais du côté des universités aussi, c'est que, est-ce que vous voyez que la profession de marketeur, que les universités vont vouloir éventuellement aussi ajouter à la liste de cours à suivre des cours sur l'éthique? Parce que ça, c'est une éducation en soi. Hein? C'est à la fois philosophique, c'est à la fois morale, c'est à la fois juridique, c'est à la fois plein de questions, la question de l'éthique. Et est-ce que dans ce sens que votre plaidoyer, c'est ça, c'est réfléchissons, regardons comment on vit nos vies sur le plan de la consommation, qu'est-ce qu'on nous fait faire et qu'est-ce que nous aussi on fait. Mais il y a des... C'est la même chose. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jeff Jarvis qui s'appelle « Tout nu sur le web ». Lui aussi, c'est un plaidoyer à développer de l'éthique par rapport à l'information qu'on partage et celle qu'on rend disponible et celle qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on fait avec. Je sens chez vous un peu ce même genre de cri, mais en lien avec l'éthique de la consommation. Oui. Oui. Bien, c'est une bonne question que vous posez. Vous savez, au HEC, il existe des cours d'éthique. Justement, mais est-ce que c'est pour les marketeurs? Oui, il en existe dans à peu près dans toutes les écoles de gestion. OK. Le problème, c'est que très souvent, et c'est vrai ici, c'est vrai comme à bien des autres endroits, c'est vu un peu comme une option. C'est une option, c'est un luxe. Une fois qu'on a pris les cours sérieux, on peut peut-être prendre un petit cours d'éthique. Alors que ça devrait être le contraire. Maintenant, moi, je vous dirais que d'avoir un cours d'éthique dans une structure d'éthique qui a des fondements philosophiques, mais également moraux, je pense que ce n'est pas la bonne façon de fonctionner. Moi, je pense que lorsqu'on prend des étudiants et des étudiantes, qu'on les amène dans une logique mathématique, comptable, économique pendant 3 ans et drill, là, si on leur parle philosophie et morale, c'est comme « wow, ça c'est le cours, c'est le petit cours facile de la fin. » Ça ne marchera pas. Il faut les ramener sur des bases qu'ils connaissent. Dire « OK, sur le plan économique, là, de ne pas être éthique, ça a quoi comme impact? » C'est ça. Donc, de reprendre les outils dont on les a dotés pour les amener à avoir une réflexion qui les amène ailleurs. Ça, mais c'est autre chose. Là. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça devrait se faire de cette façon-là. Parce que, vous savez, c'est pas sans conséquence, par exemple, d'avoir un pillage d'informations, de jouer sur la vie privée des gens à ce point-là, d'amener à changer leur comportement de manière très profonde. Ce n'est pas sans conséquence sur la concentration du pouvoir des organisations. Ce n'est pas sans conséquence sur la concentration des richesses et des pouvoirs, non seulement des organisations, mais des individus, et sur le mode de fonctionnement économique des entreprises et des pays. Ce n'est pas sans conséquence. C'est ça qu'il faudrait leur amener à réaliser. Maintenant, ça, c'est une arme à deux tranchants, parce que vous allez avoir 2-3 jeunes qui vont vous dire « Yes! C'est là qu'il y a le pouvoir! » Mais en tout cas, on verra bien peut-être sur le 3e livre, on ne sait jamais. Sophie, après celui-là. Sophie, je vais revenir vers vous pour vous dire, c'est un livre qui vous a surpris quand vous l'aviez lu. Qu'est-ce qu'a été votre expérience de lecture? En fait, c'est un livre que j'ai dévoré parce que ce que j'ai apprécié, c'est que partout, d'abord, il est accessible, il est agréable à lire et il est vulgaire. Il y a de l'information super intelligente et scientifique qui est vulgarisée. Alors ça, pour un lecteur, c'est formidable, mais c'est surtout que on se reconnaît comme consommateur partout. Donc, on veut arriver à la fin pour voir, bien là, comme on va aller jusqu'où, puis on se rend compte aussi que c'est pas fini. Vous avez parlé de neurologique tantôt, même de codes barres qui vont suivre le produit une fois que le produit va être rendu chez moi à la maison. Donc, c'est sans fin. Alors, je trouve que ça éclaire beaucoup. Je dis pas que ça va changer du jour au lendemain l'effet du marketing sur nous. Non, je pense que ça... mais comme consommateur plus éclairé,
C'est agréable. Tu sais, quand je fais j'aime maintenant sur le web, ben, je dis, ben ouais, là... On se sent moins seul après avoir lu le livre. Donc, moi, c'est un livre aussi comme je vous avais dit au début, que j'avais voulu lire depuis un certain temps, mais faute de temps, justement, je n'avais pas mis la main dessus. Là, ça a été fait. C'est un livre que moi, je recommanderais aussi, justement, à des jeunes qui veulent comprendre l'arrière-scène du marketing. Donc, j'imagine que beaucoup d'étudiants vont s'intéresser à lire ça. Des entrepreneurs aussi qui peuvent prendre conscience, justement, vous mentionnez les entreprises qui sont un petit peu démystifiées, c'est-à-dire mystifiées par l'arrivée du web et toutes les données qu'on collecte et l'impact de la voix du consommateur sur son entreprise. Donc, ça peut être éclairant dans ce sens-là. Donc, c'est un livre qui a un intérêt pour un public, en fait, beaucoup plus large qu'on pourrait le soupçonner. Ouais. C'est pas une lecture, c'est ça, c'est pas... on met pas sur notre table de chevet, mais c'est un livre de samedi après-midi. Non, moi, je l'ai dit le samedi après-midi. Comme on lit la presse, on peut se permettre de lire ce genre de livre-là pour apprendre des choses, s'ouvrir les esprits, les horizons, et de faire connaître justement cette merveilleuse profession qui est le marketing, qui touche à beaucoup d'aspects de nos vies. Donc, félicitations, M. Nantel. Merci de nous avoir accordé de votre temps alors que la retraite est à vos pas. Sophie, merci beaucoup d'avoir fait l'exercice. Merci à vous deux, ça fut très agréable. On souhaite qu'il va y avoir une demande extraordinaire pour « on veut votre argent, votre bien » et on l'aura. Oui, on veut votre argent aussi quand même. Mais au début, c'est ça que je marquais dans mes notes, mais c'est « on veut votre bien ». Alors, merci et au plaisir.